Le plus dur de ma carrière, je l'ai fait blesser. Surtout mon but à la base, c'était de combattre un maximum. Mon destin, il était déjà là en fait. J'arrivais juste à manger et à payer mon loyer. Mon escue s'est déchiré en 2 endroits. Tant qu'il n'y a pas de remise en question et de boulot derrière, c'est très limité. Le nom il va s'arrêter là, l'évolution sportive va s'arrêter là. S'il a 17 ans, à 25 ans il sera toujours au même niveau. J'ai essayé d'avoir de l'avance sur des stratégies possibles. Dès que le niveau il augmente, les traumatismes ils vont arriver très vite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va être en immersion avec Rafi en Thaïlande et à Phuket. Il a une solide réputation, c'est une star, champion du Lumpini. On va passer une journée type avec lui, là on va aller le voir. On va faire une petite interview pour savoir un petit peu sa vie, tout ça. Une journée en immersion avec lui dans son quotidien de coach parce que là, ça a été un grand fighter. Aujourd'hui, il a fait une transition où il est passé coach. Donc les gars, venez avec moi, on va aller le voir. Salut Rafi. Salut, ça va? Ça va? Merci de nous accueillir. Pas de soucis, merci. Donc du coup, ça va être là, on va se poser pour l'interview. Exactement, on va être bien là. Allez, vas-y, let's go. Bon Rafi, merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci Yacine, merci à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors voilà, Rafi Boïk, champion de Lumpini plusieurs fois, 6 fois exactement, plusieurs fois champion du monde de boxe thaï. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que ici en Thaïlande, tu es une référence. Ouais. Les puristes, les pros te connaissent, tu vois. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? En fait, j'ai commencé la boxe thaï à 17 ans. J'avais fait un peu de boxe française juste avant, mais en dilettante, très léger. Et après, dès que je suis arrivé en boxe thaï, j'ai commencé à m'entraîner tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. En fait, tu t'es pris de passion pour ce sport, c'est ça? Ouais, c'est ça. Directement? En fait, dès que j'ai eu un scooter, j'ai pu aller dans la ville d'à côté m'entraîner en boxe thaï. J'ai fait des entraînements tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. J'ai voulu combattre directement, mais bon, après, avec l'âge, je pouvais pas, j'avais 17 ans. Ok. Avec la réglementation française. Après, à 20 ans, j'ai commencé le classe B. Et pareil, il fallait reporter des casques pendant les compétitions. Toujours eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, quoi. Et du coup, la transition en Thaïlande, elle s'est fait au bout de combien de temps? Pendant combien de temps tu t'es entraîné en France, tu as fait la transition où tu es parti en Thaïlande? Alors ça m'a fait 4 ans de boxe thaï, donc 3 ans de combat en amateur pour arriver en Thaïlande. Pourquoi tu es allé spécifiquement à Phuket? Pourquoi pas à Bangkok, où il y a quand même des grands camps? Pourquoi pas Pattaya par exemple? Bon, en fait, je cherchais aussi un petit cadre de vie sympa à côté où j'aurais pu aller à la plage après l'entraînement, tout ça quoi. C'est vrai que Bangkok, c'est un mode de vie, c'est l'hyperpolis, c'est la grande la méga-ville, quand même, la mégalopole. C'est très stressant, il n'y a pas trop de cadre de vie. Je cherchais en fait à t'entraîner, une certaine sérénité aussi à côté, c'est ça? Exactement. Pourquoi tu t'es dit je vais partir en Thaïlande? Tu as eu des références, tu as eu des modèles où on t'a conseillé? Comment ça s'est passé en fait? Alors juste à ce moment-là, au moment où je suis parti en Thaïlande, il y avait Damien Lamos qui venait d'être champion du Lumpini 6 mois avant. Et je me suis dit pourquoi pas aller là-bas, s'ils ont réussi à en faire un champion, à le monter classe par classe jusqu'à la ceinture. Je me suis dit pourquoi pas. Et tu sentais que tu avais quelque chose en toi quand tu es venu en Thaïlande ou quand tu as commencé la boxe thaï? Tu sentais que tu pouvais faire quelque chose honnêtement? Bah, quand je suis arrivé en Thaïlande, sur 15 combats, j'avais que des victoires. Surtout mon but à la base, c'était de combattre un maximum. Ouais. Donc dès qu'on m'a mis en Thaïlande, tout de suite, ça s'est enchaîné. Au bout de 4 mois, j'ai fait 9 combats, Ah ouais, dont un incroyable. tournoi à 8. Moi, ça fait 6 combats plus un tournoi, 3 combats dans la soirée. J'ai tout gagné. Ah ouais? Donc en fait, dit, il y a un mon truc à destin, faire. il était déjà là en fait. Je me suis... Tu t'es dit il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, exactement. Mais Les du- portes à s'ouvrir. Et du coup, par suite à ça, en fait, tu t'es dit, il faut que je reste en Thaïlande. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir toutes ces victoires et tout ça, honnêtement, ça payait bien? Non, c'est même pas une question d'argent. Après ça, le nombre de fois où je me suis retrouvé vraiment à terre au niveau finance, ça arrivait plus d'une fois quoi. Mais je me suis décidé à rester beaucoup plus longtemps, à me serrer la ceinture, à continuer. J'ai persévéré. Puis au Mais final, ça a été quoi tes plus grandes difficultés? Comment t'as fait? Genre, je me dis, quelqu'un qui vient en Thaïlande, d'accord? Il veut faire comme toi. Il arrive en Thaïlande, il achète des combats, c'est pas super bien pour lui, mais financièrement, il n'a pas les moyens. Comment toi, t'as fait pour t'en sortir? Parce que ce que je remarque, c'est que le plus gros problème des fighters, au-delà des entraînements qui sont difficiles et des compétitions et de l'enjeu et tout ça, ça reste toujours un enjeu financier. Ouais. Dans toutes les immersions que j'ai faites, tu vois, la vie de fighter est difficile. Donc tu peux pas, on peut se dire oui, j'ai envie de rester, mais il faut de l'oseille pour rester. oui, tu mais vois. c'est beaucoup dans la tête parce qu'en fait, quand on vit localement, on peut vivre pour très peu cher. D'accord. Mais nos habitudes d'Européens font que des fois, les finances ça partent aussi quoi. C'est qu'en fait, on a un confort de vie Exactement. beaucoup plus élevé que le Thaïlandais de base. Et donc du coup, c'est très difficile en fait s'adapter à eux. Parce qu'on entend beaucoup des personnes dire oui, on peut vivre avec très peu. Mais nous, en tant qu'Européens, on n'a pas l'habitude de vivre comme eux. Exactement. C'est un mode de vie qui est très restrictif. C'est Exactement. compliqué de se priver autant. Ouais, on a beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, en gros, c'est c'est ça le mode de vie thaïlandais quoi. C'est ça. Mais beaucoup de temps par contre. Ouais. Donc il faut savoir gérer son temps et son argent. Et tu as réussi du coup à faire quelque chose pour un business? Comment tu as fait? Est-ce que tu pouvais déjà au moins, les fights te permettaient au moins de quand même vivre un petit peu?
Très peu, très peu, ouais. J'arrivais juste à manger et à payer mon loyer. Après les autres dépenses d'à côté, mettre de l'essence, aller laver son linge, tout ça, bah, c'est pas direct quoi. Après j'ai mis de l'argent de côté, j'avais un peu d'argent en France, je l'ai ramené ici, j'ai acheté des motos en fait. T'avais combien de côté à peu près? Je me suis ramené avec 2000 €. Au bout des 4 mois, j'ai ramené 2000 € ici, j'ai acheté des scooters, je les ai loués. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait gonfler une enveloppe et j'ai commencé à vivre sur l'argent là. À partir de quand tu as commencé à te faire un nom et à partir de quand réellement en fait tu as commencé à pouvoir être un peu plus à l'aise avec les sports de combat, le Muay Thai? Localement à Phuket, je me suis fait un nom très vite. Au bout de 4 mois, 5 mois, ça y est, les gens ils commençaient déjà à voir qui j'étais. Après, il a fallu faire un nom autour de Phuket aussi. Ça a mis un peu plus de temps, mais je pense qu'au bout d'1 an, on commençait déjà un peu à parler, tu vois. Peut-être la future star, peut-être, tu vois. Enfin, quelqu'un qui montait bien, quoi. Ça a pris combien de temps à avoir la ceinture? Je l'ai tenté une fois, je l'ai raté en 2016. 2017, je l'ai eu et je l'ai perdu le mois d'après. Dans un combat qui était dans la même catégorie et j'ai pris un KO. Donc le titre de Lumpini qui n'avait rien à voir avec ce combat a sauté aussi. Moralement, c'est passé comment pour toi cette période? Ça a été dur ou tu as pu te relever rapidement? Moi j'étais content parce que déjà je l'avais eu au moins une fois la ceinture, tu vois. Ouais. J'ai eu le titre au moins une fois, j'étais content. Après j'ai pris le KO le mois d'après, bah, c'est tout, c'est comme ça. Et après je l'ai redéfendu plusieurs fois par la suite. 5 fois officielle et une fois non officielle. La fois non officielle c'était en France. En fait, vu qu'il y avait les coudières, le ring n'était pas adapté, les cordes étaient trop molles. Bah, en fait, les officiels du Lumpini, ils ont dit bah on l'officialise pas celle-là. Si je gagne le fight, j'aurais pas le droit de porter la ceinture à la taille comme d'habitude, je devrais la mettre sur l'épaule. Et ça a été quoi tes plus grandes difficultés en tant que fighter ici? L'argent, faut aller le chercher, même si des fois le corps il est pas là, faut quand même y aller. Il y a eu des moments où tu avais envie d'abandonner en vrai? Tu t'es dit c'est dur? Pas abandonner, mais il y a plusieurs fois je me suis dit je ferais bien une petite pause de 6 mois ou. Ouais, ok. Besoin de temps un peu. T'as pas eu de grosses blessures qui t'ont bloqué pendant un moment? Alors j'ai fait le plus dur de ma carrière, je l'ai fait blesser. À savoir qu'on m'a tiré la jambe trop haut et mon ischio s'est déchiré en 2 endroits. Donc à partir de ce moment-là, j'étais moins boxeur pied-point, à enchaîner les combos coup de poing, coup de pied, coup de poing, coup de pied, à rester de loin, à tourner autour. Là j'étais obligé d'aller casser la distance. Donc aller choper les mains pour me ramener encore à corps, les coudes, les genoux. Mon style il a totalement changé, du noir au blanc, tu vois, un contraste complètement opposé en fait au niveau des styles de boxe. Parce que j'ai boxé blessé quoi. J'arrive à retrouver un peu le style d'avant aussi, avant blessure aussi. Pas aussi efficace qu'avant, mais style de avancer, coller pour mettre les coudes, les genoux, je sais toujours faire ça. Parce que toi, à l'époque où toi tu combattais, il n'y avait pas autant d'organisation, de tournois, tout ça. En fait, le champion, c'était vraiment le champion. Et tu la vois comment l'évolution du Muay Thai dans le monde en fait, en Thaïlande parce qu'on est là, mais dans le monde? Bah en fait, l'évolution du Muay Thai, elle va aussi avec l'évolution du monde. C'est que maintenant, on prend quelqu'un, on te le met en avant et après on te le jette juste derrière quoi. Et plus cette fabrication sur le long terme, sur l'authenticité, le vrai, tu vois. Ouais. Maintenant, un champion, il peut être champion en 5-6 combats. Il arrive à mettre KO l'adversaire, c'est bien hein, tout ça. Mais après derrière, il n'y a pas le vécu, il n'y a pas le recul. Ça veut dire qu'il peut tomber à tout moment aussi en fait. Il n'y a pas l'expérience. Derrière, ils sont devenus très éphémères. Ouais. Tu vois des personnes… J'achète, je jette, tu vois. Et aussi, il faut voir ça comme ça dans le sens où il y a beaucoup moins de boxeurs qu'avant. Hein. Depuis le Covid, le 3/4 des boxeurs, ils ont pris leur retraite, ils sont devenus entraîneurs. Ouais. Ça veut dire que la nouvelle génération, on n'a même pas tourné avec l'ancienne génération. Il n'y a pas eu de combat ensemble. Ou alors très peu. Il y a que 4-5 combattants thaï par exemple qui ont tourné avec l'ancienne génération et qui sont actuellement au top niveau. Ça veut dire qu'il y a eu très peu d'échanges en fait. Et aussi question d'expérience, ça n'a pas fait prendre l'expérience nécessaire à la nouvelle génération. Donc la nouvelle génération, les champions d'aujourd'hui ont un niveau de 10 de l'époque, tu vois. Donc il y a beaucoup moins de remise en question pour aller jusqu'au sommet quoi. Là, maintenant tu as des amateurs, ils ont 20 fights amateurs, ils ont à peine 10 combats en pro. Ils sont déjà vus comme des ultra champions alors qu'en fait non, il n'y a pas besoin quoi. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à un fighter? Imaginons il vient te voir et te demande des conseils, qu'est-ce que tu pourrais lui dire toi? Il veut être fighter, il veut vivre de ça, il a des ambitions et il a un petit talent on va dire. Déjà, jamais trop attendre de la boxe pour en vivre, toujours essayer de se débrouiller à côté. Au niveau de la boxe, vraiment, la remise en question pour pouvoir avancer, parce que des fois on perd des combats, si on prend juste les nerfs, j'ai perdu, j'aurais dû gagner, bon, déjà dans la tête on se met un blocage, on n'avance pas du tout. La remise en question très important. La détermination, c'est savoir rester comme un marathon, quoi. Vraiment, ça se passe sur le long terme. Un combat, 2 combats, ça suffit jamais à être dans une grande évolution. Mais écoute Rafi, là tu vas aller t'entraîner, d'accord? Tu vas rentrer, tu vas manger tout ça. Et on te rejoint au camp, c'est ça? Ouais. Pour le coaching. C'est où qu'on se rejoint? Phet Nom Noi. Phet Nom Noi à Patong. À Patong, ouais. C'est ça, ok. Mais écoute, on va retrouver Rafi dans une après-midi où on va le suivre dans un coaching, dans une journée d'entraînement. Je vous dis à tout à l'heure les gars, en tout cas merci Rafi. Merci, et merci. je te dis à tout à l'heure. Tout à l'heure.
fractionner c'est bien. En fait ça te force à respirer, tu vois. C'est ça. Parce que si tu cours 1 heure mais tu respires pas, ça sert à rien. Des fois, ils m'emmènent dans des trucs, je suis obligé de mettre mes mains. Sinon, Rafi, Ah ouais. ça va? Tu vas bien? La forme, Tranquille. Enchanté, Yassine. Yassine, ok. Du coup là ça commence, ta journée d'entraînement c'est ça? Ouais, ça y est, ça commence. Les boxeurs ils ont fait leur tour de course. Ouais. Là c'est parti au sac et après pas haut, tu vois. D'accord, ça marche. Ce que tu fais c'est qu'à chaque fois tu prends combien de fighters avec toi? Ça dépend, des fois 2, 3. Ouais. Il y a plein d'entraîneurs ici, on est beaucoup. Ouais, là ce que tu vas faire, tu. Un petit bandage tu déjà. vas faire le bandage, ok. Avec le pouce. Ok, ferme le poing déjà. Voilà. C'est quoi les étapes là que Réouvre. tu fais? Déjà, je fais des phalanges. Rouvre un peu, réouvre. Voilà. Resserre à fond. Là, je le place le bandage. Ok. Je fais un boudin devant, bien protéger les phalanges. Je le remonte au niveau des phalanges là. Ok. Je le place. Réouvre. Referme à fond. Voilà. C'est comme les bandages. Comme le en bandage de fight. combat, pareil. Sauf que là, c'est du bandage mou, c'est de la petite bande. Ça peut t'arriver de faire le bandage des fighters? Oui. Ouais, souvent. Plein de fois, ouais, je le fais plein de fois. Je fais le poignet, là on revient sur le pouce. Hop, je ferme, referme le pouce. Voilà, je refais un petit tour sur le poignet. Et hop, je pars sur les phalanges de devant. Attention, ouvre un petit peu, hop, referme à fond. Yes, serre fort. Je repars au poignet, ça reste serré. Hein. Un tour de sûreté et attention, réouvre. Hop, referme à fond. Reste serré fort. Je reconfirme un petit tour au poignet pour pas que ça bouge. Ok. Hop. Là, tu renforces bien les tire poignets, fort tu renforces bien et les phalanges, c'est ça? Hop, je repasse sur les phalanges. Resserre à fond. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient fort. Le petit poignet. Et hop. Ensuite, pour être tranquille, là, hop, laisse de la place pour travailler. Et on est bon. Tu sens comment là, Nassim? J'ai une brique dans les mains. Ouais. Tu vas mettre des gros parpaings, c'est ça? Tu frappes, ça va le sang, il passe bien? Oui, ça va. Du coup là, Rafi, tu te prépares, tu mets les protèges tibia. Ouais. Ok. Tout tibia, La ceinture. la petite ceinture, Ouais. pas me faire couper le ventre. Ça fait quoi de passer du combattant au coach? Bon, ça va, ça s'est fait petit à petit. Ouais. En fait, il y a eu le Covid, ça a coupé. Ouais. J'ai boxé l'équivalent de 7-8 fois en 5 ans, tu vois. ouais. Tranquille, le rythme. Ouais, cool. Vraiment, le rythme d'entraîneur. Ouais, Tu vois. je vois, ouais. J'entraînais au passage. Ça s'est fait tout seul en fait. Et comment tu fais, comment ça se passe pour toi une journée là où tu entraînes? Est-ce que tu le prépares en amont ou tu sais déjà ce que tu vas faire? Non, tu moi, sais pas. je suis pur freestyle. Ouais. Pour les combats, c'est pareil, pur freestyle. J'ai jamais eu de game plan, jamais Ouais. rien. D'accord. Je fais tout à l'instant. Je m'adapte avec le profil que j'ai en face. D'accord, ok. Mais du coup, tu les connais tes fighters généralement, ceux que tu prends? Pas Ouais. toujours les mêmes ou enfin, ça peut c'est au hasard en gros? Non, c'est au hasard, mais je connais un minimum. Je sais Ouais. à peu près quel angle de travail à mener, tu vois. Allez, go. Tranquille, tranquille. Allez, en garde haut. Sors. Hop, bom, bom. Yes, encore. Hop, bom, bom, avance. Pas de double pas, bom. Avance tout seul. Boum, boum. Hop. Sors. Hop. Bom, bom, hop. Hop, yes. Je monte la moto encore, hop. Hop, yes, c'est bien ça. Décale-moi, décale. Hop, hop. Ah ouais, décale. Jump. Hop, hop. Hop, yes. Sors un peu plus, sors un peu plus, sors un peu plus. Hop. Hop, yes. 1, 2. Hop, hop, genou. Kick. 1, 2. Ah, genou. Kick. Coude. Avance bien, avance bien, avance bien. Allez, 10. Allez, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rentre le menton. 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Allez, 10 pompes. Bien haut. Là, du coup, Rafi, tu lui fais travailler quoi? C'est des petits détails, tu vois. Ouais. C'est un boxeur qui a fait beaucoup d'IFMA. C'est-à-dire qu'il a la rapidité, il a la technique déjà. Ouais. Maintenant, c'est des petits détails pour l'amener la force de frappe, le transfert de masse. D'accord, ok. Qu'il puisse pousser sur les frappes, tu vois. C'est ça qui fait les différences entre l'IFMA, le pro et tout. Là, il fait sa transition, c'est ça? C'est ça. Il a déjà commencé, tu vois. Il fait plusieurs combats pro.
Mais ça veut dire quoi, faire l'IFMA et pro, c'est quoi la différence? L'IFMA c'est de l'amateur, c'est à la touchette, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu arrives en pro, il faut tout rééquilibrer. C'est comme on a vu Tony Yoka en amateur, on a vu Tony Yoka en pro, c'est pas les mêmes, tu vois. Ouais, c'est tellement différent. Ouais. Mais après c'est la violence sur le pro, c'est autre chose. C'est les vrais coups. C'est dans le pur combat. Là, tu l'entraînes vraiment à fighter, vraiment au moins, que là, tu mets dans le dur. À faire mal, tu vois. Faire des trucs comme ça sur les bras, tu vois. Même avec protection. Ah ouais, t'as des vrais bleus. De la même façon, un exemple avec Nassim, avec un Thaïlandais, est-ce que c'est différent? C'est des façons de travailler différentes? Je m'adapte, je regarde 2-3 secondes, je regarde comment c'est, je vois les erreurs principales. Mais est-ce que tu vois des différences par rapport aux Thaïlandais, aux étrangers, par rapport aux nations? Est-ce que tu vois des... Ouais, on a tous des styles de boxe différents, vraiment tous des styles de boxe différents. Mais l'important c'est l'adaptabilité, l'adaptation. Ce que certains n'ont pas, je vais leur donner, d'autres à l'inverse, qu'ils n'ont pas, je vais leur donner aussi, tu vois. Il y en a certains, ils vont être meilleurs dans une capacité, d'autres ça va être à l'inverse. D'accord, ok. Mais je peux pas leur donner la même chose. D'accord. Je vais leur expliquer la même chose, oui, mais je vais leur donner d'autres trucs, tu vois. D'autres détails, Ouais, c'est plus du détail. Ok, ouais, tu t'adaptes à Je m'adapte à la personne. Sur le ring, ce sera ça, de toute façon, on ne pourra pas imposer son propre style à tous les coups. Il faut d'abord adapter, et une fois que l'autre il est fatigué, peut-être qu'on peut imposer. Mais pour l'instant, il faut adapter. Tu vois, faut que tu puisses ramener le poids devant. Une fois tu l'avances le poids tout simplement, et une fois en reculant tu rebondis, tu ramènes. Je sors et je rebondis. 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 Ouais, je suis un droitier. Hop, 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 tu veux contrôler? Non, je mise deux mains. Bon, yes. Un, et là regarde la deuxième, je la place en même temps, exactement, mais je fais gaffe quand même avec l'épaule. Hop, l'épaule là, boum. Hop, hop, monte bien rentré, hop, hop, et après tu vas m'amuser. Boum, bop, 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 bop. Yes. Hop, hop, exactement. Mais écoute, tu regardes bien collé là. Scotché avec les points de suture, elle bouge plus, elle va plus chercher derrière. J'ai vu la même chose au fight que j'ai fait dimanche, même s'il tombe, et tu vois, je fais ça, boum, ouais, ma jambe elle part là. Tu cherches tes... En voyant le highlight, c'est pour ça que je te dis, faut que tu vois tes liaisons épaule-pied, épaule-pied. Si c'est pas coordonné, tu vas t'enrouler. Si tu avances bien, boum, ça va revenir. Tu sais avancer une énergie et la ramener correctement de la même façon, c'est bon, t'es équilibré. Par contre, si tu te laisses partir, hop, c'est emmerdant. Si le mec il en prend pas, peut-être qu'il met le low kick, peut-être qu'il met un crochet au bras. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez un boxeur? Les sauts beaucoup au niveau des déplacements, la garde trop basse, on peut pas rentrer les coudes comme ça, on peut pas les protéger non plus. Les blocages des jambes avec les mains basses, c'est compliqué aussi. Petit saut, tu vois. Tu as clinché avec eux ou pas? Tu as clinché avec eux? Ouais, peut-être un petit peu. J'ai entendu dire que par rapport au clinch, c'était la discipline la plus difficile à maîtriser dans le Muay Thai. Est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est une discipline dans la discipline. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux être bon en pied-point, être rapide, être précis, puissant. Si t'as pas de clinch, en fait, tu t'enterres tout seul. Tu creuses ton trou tout seul. Accroché, tu vas te retrouver en dessous. Tous les trucs où t'es bon, ça va tomber avec l'énergie. Ça va te bouffer toute ton énergie. Du coup, est-ce qu'un fighter il peut atteindre les plus hauts niveaux en ne maîtrisant pas ou en n'ayant pas un bon niveau de clinch, en se concentrant juste sur le pied-point et... Impossible. Ou alors on parle pas du même sport. Si c'est en Muay Thai professionnel, impossible. On voit des fighters qui utilisent peu le clinch, sont très forts en pied-point. Mais pourquoi du coup?
Alors, ceux qui sont vraiment très bons en pied-point et qu'on ne voit pas utiliser le clinch en combat, ils ont leur base, ils savent très bien comment ne pas y aller, ou au contraire, comment rentrer complètement dans le clinch pour le bloquer, c'est-à-dire ceinturer ou étrangler pour que l'arbitre puisse se séparer. Donc ils ont un haut niveau de clinch finalement. Ils ont un haut niveau de clinch quand même. Ouais. C'est juste qu'ils ne rentrent pas dans les détails du clinch pour travailler que là-dedans. Ils préfèrent travailler à distance. Ça dépend du type de cardio aussi. Quelqu'un qui a un cardio fort mais qui a une moins bonne endurance musculaire, il va moins clincher. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cardio mais une grosse endurance musculaire, il va chercher le clinch. Et le clinch, ça permet quoi en fait? En fait, dans le Muay Thai, donc le Muay Thai, le vrai Muay Thai, donc 5x3, clinch autorisé, coup de coude autorisé, donc pas de coudière, ni rien. Voilà. Bah, en fait, le clinch, il va permettre à quoi? Il va permettre à quoi? À fatiguer l'adversaire, à le ralentir. Quelqu'un qui est très rapide, très explosif, il se fait clincher une ou deux fois. C'est comme quelqu'un qui a des super déplacements, qui se prend des kicks dans les jambes. Et du coup, comment ça s'est passé, Rafi, la séance? Donc t'es arrivé, il y a eu le montage des boxeurs, tu as pris tes fighters au PAO. Ouais, juste avant, les boxeurs ils ont fait leur tour de footing, ils se sont chauffés, après ils ont fait un peu de sac, ils continuent à chauffer les hanches, et après c'était pas haut, tu vois. Là c'est l'après-midi, tu vois. Matin, 3 fois par semaine ils font du sparring. Et le matin, c'est quoi? C'est conditionnement généralement aussi ou pas? Course le matin, série de genoux au sac, série de kicks au sac, conditioning au sac, tu vois. Les séries. Par rapport à toi en tant que coach, tu sais un fighter qui va arriver au plus haut, est-ce qu'il y a vraiment besoin en fait qu'il soit suivi par un seul coach ou il faut qu'il tourne? Comme tu dis ce matin, la remise en question c'est number one. Un coach, il va jamais s'investir sur quelqu'un qui se remet pas en question. Si le coach il voit une fois, deux fois, trois fois, on lui dit des trucs au gamin ou au boxeur, ça rentre pas, ça veut pas rentrer, ou il croit avoir raison, il croit tout connaître, bah faut lâcher l'affaire. Faut pas perdre son temps avec des éléments qu'ils veulent pas comprendre, tu vois. Mais par exemple, quelqu'un va dire de talentueux, qui fait que gagner. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait est des fois de faire que gagner, c'est dur pour le fighter de. Ça peut être un frein pour l'évolution. Ouais. C'est pour ça, en fait, les gens talentueux, tant qu'il n'y a pas de remise en question et de boulot derrière, c'est très limité. Ok, il va être connu vite, les gens ils vont ah super, t'es talentueux, t'es une jolie boxe, t'es un peu connu. Ça s'arrête là. Le nom il va s'arrêter là, l'évolution sportive elle va s'arrêter là. S'il a 17 ans, à 25 ans il sera toujours au même niveau. Alors que quelqu'un qui est bosseur, qui se remet en question, qui veut se faire du mal, même s'il n'a pas le talent de base, il va l'acquérir. Et il va aller beaucoup plus loin que la plupart des personnes qui sont talentueuses justement et qui se reposent là-dessus, tu vois. Donc pour toi, les caractéristiques qui priment, c'est la remise en question et la discipline, la constance. La dureté physique, mentale, qui vient aussi avec un entraînement engagé dans le bon axe. Parce que si on se croit talentueux et on n'a pas grand-chose à faire, on est en mode tranquille, on ne s'entraîne pas dur. Donc ça va ensemble en fait. Ouais, dureté physique, dureté mentale, conditionnement mental, le fait d'arriver à se dire je suis pas parfait, j'ai beaucoup de choses à travailler encore et je vais les travailler. Mon but là où je suis pressé c'est de travailler mes défauts, travailler mes attitudes déjà acquises mais de les améliorer. Et ça c'est pas donné à tout le monde en fait. Il y en a beaucoup dès qu'ils sont un peu connus, qui sont un peu forts, ça s'arrête là. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de. Le chemin il est bloqué directement. Et comment tu fais toi pour. Parce que le mode de vie il est quand même difficile d'un fighter. Toi tu l'as vécu. Donc en fait tu as cette plus-value là, comme tu as été fighter et maintenant tu es coach, pour les maintenir motivés parce que tu rentres vite dans une routine où tu t'entraînes du lundi au samedi. Psychologiquement c'est difficile, il y a le stress, il y a énormément de paramètres qui font qu'il y a les problèmes aussi à côté qui sont financiers. Comment tu fais toi en fait pour les faire tenir et qu'ils gardent la motivation? En fait, la discipline elle va aussi se garder sur le fait qu'il y a chaque chose en son temps. Tu peux pas faire la fête 2 semaines avant un combat, mais après un combat tu peux te relaxer, aller à la plage, tu vois, prendre des bons moments. Chaque chose en son temps. Et c'est pareil pour l'entraînement dur. Si je m'entraîne dur tout le temps, au bout de 10 mois, je suis rincé mentalement, j'en peux plus, j'en veux plus du tout. Donc en fait, il faut savoir se relaxer au bon moment. Il faut savoir s'entraîner crescendo aussi pour une préparation de combat. Je prépare un combat, je vais pas y aller 4 semaines à fond directement, dès la première semaine. Non, là, je vais me rentraîner d'abord, réhabituer mon corps à transpirer, me faire plaisir en m'entraînant, que ce soit pas que dans le dur. Et ensuite, dès qu'on est prêt mentalement, on est prêt à se préparer pour un combat. Se préparer dans une préparation de combat. La préparation, elle va se préparer. C'est pas j'arrive, je me suis que relaxé, et là j'arrive sur une préparation de combat pendant 3 semaines, 4 semaines, j'y vais à fond. Je vais me dégoûter de la tête, je vais me dégoûter mon corps. Au niveau stratégie, technique, là t'es à fond.
Ouais, d'accord. Tout est réglable. Mais on a l'impression qu'en fait, tu sais, la boxe thaï, c'est un sport, on a encore toujours un peu cette image-là, mais qui est en train de changer, Ouais. où c'est un sport de brut, Cro-Magnon. c'est la bagarre, ouais, voilà, Ouais. c'est la bagarre. Les Bourdin avec 5 le ans, bourdin. voilà. Ouais, Et là, je vois qu'on réfléchit, c'est des vraies stratégies. Alors, à très bas niveau, c'est un sport de Cro-Magnon. Ok. C'est un sport, tu peux être idiot et y arriver. Mais dès que le niveau il augmente, les traumatismes ils vont arriver très vite. C'est quoi pour toi qui a fait la différence? C'est quoi le palier de verre qui a fait que tu as atteint le plus haut niveau, où tu as eu ta ceinture du Lumpini, où vraiment tu as atteint un niveau où tu étais un super champion, tu faisais partie du top. C'est quoi qui a fait... Il y avait plein de fighters parce que dans ton camp, d'accord? Il y en avait plein qui avaient ce rêve-là, de devenir champion. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as cassé ce palier de verre et tu as atteint les plus hautes sphères? J'avais déjà cette remise en question de toujours évoluer, tu vois. Même si je perdais, je faisais des combats serrés, je mettais tout mon cœur en fait. Parce que la confiance en soi, sur la boxe, ça se construit. C'est pas, je me dis, j'arrive à faire ça, je travaille plus, je suis fort. Ça marche pas comme ça. Ou alors ça peut marcher comme ça, mais dans tous les cas, niveau matchmaking, on va jamais rien te mettre de concret. Tu vas jamais rien évoluer. Tu peux rester 5 ans, 10 ans, si tu n'évolues pas dans ta tête, en face ça va être la même chose. Et après, ce qui devient dur, c'est que tu as pris l'expérience et que les mecs à ton expérience actuelle, ils vont être 3 fois trop forts. D'accord. Parce qu'eux, ils sont remis en question, tu vois. Bah, en tout cas, merci Rafi pour nous avoir transmis tout ça, ce savoir. Excuse-moi. Et pour moi, c'était vraiment intéressant. Vous avez invité dans ton monde, l'interview, tout ça, ton histoire. Les gars, n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Il est coach aujourd'hui. C'est une plus-value de malade. En plus, il parle français. Donc c'est un avantage, vous le savez très bien quand on n'a pas l'habitude. En fait, il y a beaucoup qui ont cette appréhension-là de venir en Thaïlande, de vouloir venir s'entraîner et d'avoir cette barrière de la langue, tu vois. Le fait d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui en plus est francophone, ça facilite de ouf. En plus, franchement, il est hyper impliqué, hyper investi. Il a le palmarès qui parle pour lui. Donc n'hésitez pas à donner la force, n'hésitez pas d'envoyer des messages, de liker, de commenter. On mettra ses réseaux sociaux en dessous. N'hésitez pas, si votre club voulait faire un séminaire avec moi, on se parle sur Instagram ou sur Messenger. Je suis facile à avoir au téléphone. Le contact, il est facile, ouais. Contact très facile. Donc pour les séminaires, même que je sois sur Lyon, sur Paris, je peux venir faire une séance de PAO avec vous. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, merci encore et je te dis à très bientôt. Un de ces jours, on te suivra dans un accompagnement avec un fighter. Plaisir. Ou peut-être un fight à toi, on ne sait jamais. Plaisir. Ok, merci, ciao. Plaisir.